invités qui vont, et le sujet de cette discussion, c'est nos choix comme société, puis les priorités institutionnelles qui devraient nous guider pour un système de soins primaires fort. Alors, je vous présente nos invités. D'abord, France Légaré. Elle est médecin de famille depuis 1990 et exerce sur le même territoire que la clinique Archimède dont on parlait plus tôt à Québec. France fait sans rendez-vous, puis aussi de la recherche sur la prise de décision partagée avec les usagers, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup d'être avec nous, France. Ensuite, je vais présenter Marco, puis on va attendre de voir si Damien est bien présent avec nous. Marco, vous êtes membre du barreau, vous, depuis 1994, donc avocat. Vous avez étudié un diplôme de 3e cycle en droits fondamentaux, maîtrise en droit de la santé, l'Université de Sherbrooke. Et vous êtes depuis 1999 directeur général et secrétaire de l'Ordre des optométristes du Québec. Un méchant tort. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aussi là, chercheur associé d'une chaire de recherche sur la culture collaborative en droit et politique de la santé de l'UDN. Et Damien Constantriopoulos, qui est avec nous en ligne parce qu'il est en ce moment en Colombie-Britannique. Et donc, on le remercie de s'être rendu disponible aussi. Damien, vous êtes professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria. Votre programme de recherche est centré sur l'analyse des politiques de santé et l'utilisation des connaissances scientifiques dans le processus de décision et le développement de modèles de soins primaires performants. Alors, merci à vous trois d'être avec nous. Alors, il y a deux grandes questions là, qui guident nos échanges. D'abord, c'est quoi, selon vous, les grandes options qui sont sur la table pour nous? Pour qu'on ait un système de soins primaires accessible, de haute qualité, quelles devraient être nos priorités institutionnelles. Alors, on va commencer avec vous, France, pour que vous puissiez nous partager vos réflexions sur ces deux grandes questions. Vous pouvez rester là si vous voulez, si vous êtes confortable, et puis on va juste s'assurer que ça fonctionne bien, puis je vous rappelle de bien parler dans le micro pour faciliter l'interprétation simultanée. Oui. Voilà. Bon, c'est beau. Alors, merci infiniment tout le monde d'avoir pris justement cette belle journée-là de samedi pour faire ces réflexions-là qui sont essentielles à la société. Puis je me sens extrêmement honorée d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous entendre échanger sur ce qui est important pour vous. Fait que je remercie les organisateurs et organisatrices, puis je remercie chacune de vous. Je pense qu'il faut parler un tout petit peu encore plus fort que ça. Ouh! OK, là, je laisse les dents. OK. Donc, je disais merci. Merci infiniment tout le monde. Merci de me permettre de participer à cet échange-là qui est très riche. Donc, moi, je suis un médecin de famille depuis 1990, justement sur le territoire où est Christine. D'ailleurs, Christine et moi, on s'est déjà côtoyés dans d'autres actions. Je suis, j'aimerais le dire, dans un groupe de médecine de famille qui est intra-établissement, donc dans un CIUS, donc les locaux, le personnel, etc., et qui est aussi fortement interprofessionnel. On est un très gros milieu d'enseignement. On est 22 médecins. On reçoit 40 résidentes en médecine de famille. On a peut-être 25 à presque une trentaine d'infirmiers et infirmières, donc des ISPL, infirmiers cliniciens, auxiliaires, travailleuses sociales, psychologues, pharmaciennes, donc un très gros groupe. Et une de nos particularités, c'est d'être dans la trajectoire de soins, puisque nos locaux sont loués à l'intérieur d'un centre hospitalier où il y a de l'obstétrique. Et donc, un tiers de notre équipe ont des pratiques obstétricales de première ligne. Un autre tiers ont des pratiques hospitalières d'hospitalisation. Et le dernier tiers, urgence mineure. Donc, j'ai tout à fait validé là, ce que Christine me dit. Qu'un ambulancier, des fois, voit une personne à 4 heures du matin, peut nous diriger chez nous sans rendez-vous à 9 heures l'après-midi ou à 9 heures du matin. Donc, voilà qui je suis en termes de clinicienne. Mais j'ai des intérêts sur l'engagement des usagers et usagères dans le plus de décision. En venant ici, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais peut-être, en regardant le matériel qui avait déjà été partagé avec vous,
qu'est-ce que je pouvais peut-être amener comme lumière? Ça fait quand même, je vais bientôt commencer ma 34e année comme clinicienne. Et aussi, hier, c'est un pur hasard, mais c'était notre journée de retraite annuelle de la clinique. Alors, j'ai pu entendre des collègues là, échanger. Alors, Ça marche pas? je ne sais pas, je connais pas ça. C'est bon. Okay, c'est bon. Donc, je voulais partir avec quelque chose qui est cher à mon cœur, qui est une perspective sur les bâtiments, les grandes œuvres. Je crois que nous avons un problème de fondation. Hein? Si ici vous construisez dans nos pays, dans le pays actuel, puis vous n'avez pas pensé à une bonne fondation, vous allez avoir des petits problèmes, même si vous avez un très bel étage, puis un très beau, très bel deuxième étage. Si vous n'avez pas des fondations très bien, là, ça va être problématique. Donc ça, c'est une diapo que je sais que la docteure Marie-Dominique Beaulieu vous a démontré, qui démontre que, en tout cas, des travaux, il y a un certain nombre d'années aux États-Unis, mais c'est peut-être un peu similaire ici, on devrait le refaire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai suggéré à Mylène. C'est très peu d'individus dans une journée qui va avoir eu un symptôme en se levant le matin, qui va aboutir dans un lit des soins intensifs ou même un lit hospitalier. Beaucoup de choses vont être dans le communautaire, puis dans le milieu dit de première ligne. Pourtant, je peux aller trop vite, c'est moi qui... Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, étant donné qu'on est sur Zoom, c'est moi qui projette en ce moment. Ah, OK, fait que si je vous dis diapo, OK, merci infiniment, je ne vais pas vous faire travailler plus fort. Je suis désolée. Donc, vous voyez, j'ai mis ici à peu près 35% sur les 800 personnes, sur des 1000 qui ont un symptôme. J'ai comme essayé de regrouper, peut-être c'est un 35%, là, je vois à peu près, qui pourraient, en tout cas, vont aller avoir leur service, puis ça va être géré au niveau peut-être de la première ligne, mais sur 800 qui ont un symptôme, puis c'est même pas les 800 qui consultent, alors je suis partie du gros chiffre, là, c'est peut-être encore plus que ça, mais j'ai dit on va y aller conservateur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quand on regarde les dépenses en santé, puis je suis allée sur l'Institut canadien d'information en santé, 24% vont dans le milieu hospitalier, les dépenses. Ça, c'est l'hôpital avec aussi les employés, non pas les médecins, mais c'est quand même le secteur hospitalier, donc la deuxième, troisième, et maintenant on a peut-être une quatrième, une cinquième ligne là. Et 13 c'est le budget pour justement payer les médecins. Fait que là-dedans, vous aurez aussi les médecins dits de première ligne qui vont charger des actes en milieu spécialisé. Et un autre 13 qui sont les médicaments. Bien sûr, on en prescrit en première ligne aussi. Mais quand même, on a 24 qui va dans le secteur hospitalier. Fait que gardez ça en tête. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je voulais compléter avec Mylène, parce que Mylène vous avait présenté quelque chose sur les médecins, mais c'est la même chose pour les infirmières. Le Canada a très peu d'infirmières par capita, puis on sait qu'elles sont essentielles, là, elles sont le backbone, la colonne vertébrale. Mais ça, c'est toutes les infirmières ici, c'est la banque de données, je ne sais pas si c'est le WHO ou le OCDE, mais encore là, on n'est pas dans les pays qui en avons le plus au prorata. Donc, gardez ça en tête parce que ça, c'est toutes les infirmières. Prochaine diapo. Or, quand on regarde d'autres banques de données, et je pense encore là que c'était peut-être le CAI, là, le ICIS, les infirmières aussi sont beaucoup en soins hospitaliers. OK? Donc, j'ai essayé de mettre en rouge celles qu'on pouvait identifier, là, Community Health Agency, puis en bleu, ça donnait un 50 quelques mille, puis en bleu, celles qui étaient en hôpital, 230 000. Puis après ça, vous avez d'autres sous-secteurs, d'autres secteurs. Mais encore là, gardez en tête qu'on n'en a pas beaucoup. C'est précieux, ces gens-là. Puis elles sont beaucoup en soins hospitaliers. Puis comme on a dit, les soins hospitaliers ramassent quand même beaucoup de nos ressources, pas seulement financières, mais humaines. Prochaine diapo. Alors là, j'ai copié, merci infiniment Mylène, ta diapo. Alors, elle vous avait montré qu'encore là, il y a encore là moins. Ça, c'est tous les médecins, spécialistes, première ligne, puis à travers tous les pays. Donc, on n'est pas, on va dire, avec des gros nombres, le 2,7 par 1000, des gros prorata. Prochaine diapo. Alors là, oui, ça me touche, parce que ça, je le vis.
Donc, encore l'année dernière, dans le cycle actuel, quand on a demandé à nos étudiants de médecine qui terminent ce qu'on appelle le MD pour aller dans des postes dits de résidence, et bien sûr, c'est quoi? À peu près presque 300, 250 postes qui restaient libres en médecine de famille. Et Mylène me disait ce matin, ils ont été chanceux, en Colombie-Britannique, ils ont comblé, mais je pense que c'est au Québec, entre autres, qu'on a la misère à combler. Donc, puis moi, je le vois dans les jeunes, OK? Leur intérêt assez tiède pour venir dans une telle profession qui est la médecine dite de première ligne. Puis, comprenez ce que je vous ai dit tantôt. Puis, je pense que ça aussi, Tara l'a déjà documenté, mais au Québec, on a beaucoup de temps des médecins dits de première ligne en soins hospitaliers. Comme je dis, dans l'équipe chez nous, un tiers font de l'obstétrique, un tiers font des soins hospitaliers, puis un tiers font d'urgence. Alors, ça reste beaucoup. Il y a des gens qui font aussi comme quoi. OK, bon. C'est ça, mais là, je ne pourrais plus parler, j'en ai tout. Donc, il n'y a pas une grande attractivité présentement. Retenez ça. Donc, c'est pas là qu'ils veulent aller, nos jeunes. Prochaine diapo. Alors là, je vais terminer avec ce secteur-là qui est important pour moi. J'avais fait un effort en 2014, à peu près 2015, de prendre des banques de données qui étaient publiques, des instituts de recherche en santé du Canada, quand on a parlé, Nancy, qu'il y a des fonds de recherche, peut-être pas des RSC, mais des fonds de recherche, c'est important. Nancy a dit qu'avec ces fonds de recherche, elle est capable de documenter si ce que Christine fait, ça a de l'impact. Ce que Tara fait présentement comme recherche, c'est important. Ce que Mylène fait. Pour faire de la recherche, il faut des montants d'argent. Alors, les instituts de recherche en santé du Canada, sur la période que vous voyez là, avaient donné à peu près 4,5 milliards de dollars en recherche. Alors, quand on cherchait pour la première ligne, ça donnait à peu près 73 millions, ça voulait dire à peu près 1,6 du budget. Fait que je ne sais pas si je me trompe, Tara, tout ça, mais c'est pas beaucoup. OK? On continue. Je termine. C'est la prochaine. Donc, souhaitons-nous, pouvons-nous, devons-nous allouer les ressources humaines, matérielles et financières en fonction de la proportion que représentent les soins primaires en santé et services sociaux? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Merci. Merci. On va enchaîner avec Damien, en fait, qui est en ligne. Alors, on va juste s'assurer, prendre une seconde, voir si on l'entend bien. J'espère que vous m'entendez. Oui, parfaitement. Parfaitement. Puis on a agrandi votre image, donc tout le monde vous voit et vous entend bien. Bon, donc, comme c'est dit en introduction, moi je suis pas un clinicien, je suis quelqu'un qui analyse les politiques et les structures de soins. Et la façon dont je voudrais aborder la question des choix et priorités est assez différente de celle que Dr. Légaré a choisie. Je voudrais rappeler un certain nombre de choses sur c'est quoi les soins primaires dont on parle. Quand on en parle comme ça peut sembler très abstrait et très administratif. L'accès aux soins primaires est un droit humain fondamental. Les Nations Unies l'intègrent comme étant dans la liste des choses auxquelles tous les humains devraient avoir droit sur la planète. Et moi, j'ai un certain niveau de réticence là, avec la façon dont le framing est fait ici sur le fait qu'il faut qu'on fasse des choix par rapport à l'accès aux soins primaires. Donc, je voudrais prendre un tout petit peu de mon temps pour vous lire quelques lignes qui ne sont pas écrites par moi, mais qui sont décrites par des structures des Nations Unies. J'ai fait une sélection. Et je voudrais commencer par quelques mots sur presque tous les pays de la planète se sont réunis à Alma-Ata en 1978 pour définir un peu justement c'est quoi l'accès à la santé. Et c'est des extraits de ce qu'on connaît comme la déclaration de Alma-Ata. La déclaration souligne le rôle primordial des soins de santé primaires, qui visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant les services de promotion, de prévention, les soins de réadaptation nécessaires à cet effet. La déclaration fait valoir que l'accès aux soins de santé primaires est indispensable pour atteindre le niveau de santé qui permettra à tous les individus de mener une vie socialement et économiquement productive et de contribuer à la mise en place des normes sanitaires les plus élevées. C'est cette déclaration-là qui établit l'accès aux soins de santé primaires comme étant un droit fondamental. Puis ça s'intègre à l'intérieur de droits fondamentaux plus larges pour l'ONU, qui sont le droit à la santé. Et j'ai quelques encore mots à dire sur le droit à la santé. Encore une fois, c'est des choses que je lis, qui ont été écrites par des structures de l'ONU.
Le droit à la santé est un élément fondamental des droits de l'homme et dans notre conception d'une vie dans la dignité. Il inclut un accès égal et en temps voulu aux services de santé de base. La situation financière difficile d'un pays ne le libère pas, et ça c'est mis en gras, de son obligation d'agir pour garantir le droit à la santé. Mais en fait, les États doivent faire tout leur possible dans la mesure des ressources disponibles pour garantir le droit à la santé et prendre sans délai les mesures dans ce sens. Les droits de l'homme sont interdépendants, indissociables et intimement liés. Par conséquent, une violation du droit à la santé compromet souvent l'exercice d'autres droits de l'homme, tels que le droit à l'éducation, ou au travail, ou inversement. Quand on regarde les choses dans ce contexte-là, pour moi, la question, elle devient comment ça se fait que le Québec, un endroit, quand on se regarde au niveau mondial, extrêmement riche, développé économiquement, où on a un grand nombre de professionnels compétents, très bien formés. Comment ça se fait qu'un endroit comme le Québec est chroniquement incapable de répondre correctement à ses engagements fondamentaux sur l'accès à des droits humains. Et ça pose aussi la question, pour moi, de savoir si on commence à faire des choix et à prioriser dans nos droits fondamentaux, c'est quoi les prochains? On va prioriser qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans le contexte de la liberté d'expression. On va décider jusqu'à quel point on veut aller dans l'égalité de genre. Il y a quelque chose, pour moi, de fondamentalement troublant dans la question de se poser des questions, à savoir jusqu'à quel point on peut vraiment avoir accès à des choses qui sont des droits fondamentaux. Et dans les problèmes, je pense, qui sont assez documentés au Québec, il y en a deux composants importants. Un, c'est un accès équitable à tout le monde. Il y a à peu près 20% de la population au Québec qui, pour l'instant, n'est pas enregistrée auprès d'un médecin de famille. Et dans le contexte québécois, ça veut dire que ces gens-là vont avoir des barrières additionnelles pour avoir accès aux soins ou avoir accès aux soins dans des milieux sans rendez-vous avec généralement une qualité qui est faible. Et des soins en temps opportun. Beaucoup de gens vont attendre, que ce soit pour un petit rendez-vous de soins primaires ou que ce soit pour un suivi. Quelqu'un qui a un problème va aller voir son médecin de famille, va déjà attendre longtemps pour le voir, va ensuite se faire référer à des soins spécialisés, va attendre longtemps, puis va attendre longtemps pour revoir son médecin de famille avec des résultats. Il y a des choses comme ça. Pour certaines maladies, pour certaines personnes, on peut penser à du cancer. Parfois, ça tue littéralement les gens. Donc, pour moi, la question ne devrait pas être tellement d'essayer de comprendre quels sont les choix sur ce dont on devrait se passer dans la société. La question, pour moi, elle devrait être centrée sur l'explication de pourquoi on rate. C'est quoi les forces là, qui expliquent que le Québec semble incapable de répondre aux besoins des gens? Pour moi, les forces en présence, elles sont relativement bien documentées. Les forces en présence, elles ne sont pas liées au fait qu'on n'a pas les ressources, ou qu'on a une petite glitch, là, mais quand on va bien y penser, on va mieux s'organiser. Les forces en présence, elles sont liées à des intérêts idéologiques, elles sont liées à des intérêts de groupes qui ont des préférences. Et ces forces-là, pour arriver à les contrebalancer, il faut les comprendre. On a un système de santé qui est essentiellement organisé autour des préférences des soignants, beaucoup plus que des soignés. Si on regarde pourquoi les choses sont faites d'une certaine manière, la façon dont les médecins ont envie de pratiquer joue un beaucoup plus grand rôle que la nature des soins dont les gens ont envie de recevoir. La dernière chose que je voudrais dire, c'est sur la notion de choix. On peut comprendre le choix un peu comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, sur un choix. Là, pourquoi quelqu'un comme moi, appelé comme un, entre guillemets, expert, serait supposé donner à des citoyens ses opinions sur les choses dont on devrait se passer ou les choses qu'on devrait faire. Le deuxième niveau de choix, c'est le choix de l'usager. Et la définition même, un système de soins performant est un système de soins dans lequel les usagers ont des choix. Un système de soins performant ne va jamais ressembler à une approche soviétique, tout le monde la même affaire au même moment, de la même façon. Le concept même de performance repose sur la notion de choix. Donc, un système de santé performant est un système de santé où les gens vont pouvoir aller obtenir les soins qui correspondent à leurs besoins, qui correspondent à leurs préférences, dans des structures dans lesquelles ils ont le choix de choisir qui les soigne, le choix de choisir où on les soigne, le choix de choisir comment on les soigne. Et cette composante-là, elle est souvent en ce moment mise comme en équation entre « Ah, mais ça c'est parce que on a plus de privé, plus de secteur privé, parce que c'est le privé, c'est le choix. » Et là-dessus aussi, je pense qu'on a affaire à un faux débat.
le privé en santé va donner le même genre de choix qu'un supermarché si vous êtes arrivé à la fin du mois et que vous n'avez plus une scène. Oui, les allées sont remplies de choses, mais non, vous ne pouvez rien vous acheter. Et donc, encore une fois, pour moi, la question d'optimisation est une question centrée sur comment on fait comme société pour s'organiser de façon cohérente, comment on fait comme société pour reconnaître le droit fondamental à la société, et comment on fait comme société pour faire en sorte que les valeurs qu'on a se traduisent dans les politiques concrètes sur le terrain. Voilà, c'était mes quelques commentaires sur la question des choix. Merci, Damien. Alors, je me retourne vers vous, Marco. Oui, alors bonjour tout le monde. Probablement qu'il va y avoir une certaine continuité avec les propos de Damien. Alors, moi, je vais vous parler des choix législatifs qui ont été faits sur la question de l'accessibilité. Jusqu'à maintenant, et des choix qu'on pourrait faire aussi pour le futur. L'accès, là, je remarquais que c'était un résultat assez fort dans ce qui a été, dans ce qui est obtenu avec l'enquête nationale. Donc, 97% des répondants qui estiment qu'il est important que tous les Canadiens aient accès à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne spécialisée ou une équipe de professionnels. Donc, là-dedans, il y a l'accès, mais il y a aussi l'ouverture à ce que ça ne soit pas seulement qu'un médecin de famille. Alors ça, on va y revenir dans quelques instants, puis je pense que vous en avez déjà discuté d'ailleurs. Donc, sur les choix qui ont été faits jusqu'à maintenant, Damien parlait des droits fondamentaux. C'est tout à fait juste qu'à l'échelle internationale, il y a des instruments, ce qu'on appelle des instruments ou des traités, si on veut, là, qui reconnaissent le droit au service de santé comme un droit fondamental. Mais quand on regarde à l'intérieur de nos lois canadiennes et québécoises, ça ne se traduit pas toujours de façon très, très effective. Par exemple, la loi canadienne sur la santé, qui est une loi emblématique, je dirais, au Canada, peut-être un petit peu plus à l'extérieur du Québec d'ailleurs, donc une loi là, qui a une portée politique, symbolique très, très forte. Mais c'est une loi, à vrai dire, qui n'a pas beaucoup d'effets juridiques. Ça a un effet important pour encadrer ce qu'on appelle les transferts fédéraux vers les provinces et les territoires, donc le financement fédéral des services de santé. Mais c'est une loi qui a aussi un certain nombre de limites. Alors, la loi, elle vise un accès satisfaisant aux services de santé, c'est clair. Elle oblige les provinces à mettre en place des systèmes publics qui répondent à un certain nombre de conditions, dont les conditions d'accessibilité et d'universalité, donc l'accès aux services pour tout le monde. Il y a d'autres conditions un petit peu plus techniques, là, je les passe rapidement. Mais c'est aussi une loi qui n'interdit pas comme telle les services privés à but lucratif payants pour les patients. Donc, on a souvent cette mécompréhension-là quand on regarde comment les médias rapportent les choses. Des fois, on a l'impression que c'est une loi qui interdit donc l'accès à 2 ou à 3 vitesses. Ce n'est pas le cas. Alors, c'est une loi qui a d'abord cette limite-là. Et c'est aussi une loi qui repose sur ce qu'on appelle, probablement vous l'avez déjà entendu jusqu'à maintenant, l'approche hospitalo-médico-centrique, parce que c'est une loi qui reflète son époque. En fait, elle a été adoptée dans les années 80. C'était une loi qui venait consolider d'autres lois qui avaient été adoptées là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était construit sur la base de ce qu'était le système de santé à l'époque, à savoir qu'on obtenait les services essentiellement chez le médecin ou sinon à l'hôpital. Et les choses, évidemment, ont changé depuis, mais la loi, elle, n'a pas évolué de ce point de vue-là. Donc, les services assurés au terme de la loi sont toujours les services hospitaliers et médicaux. Au Québec, on a 2 grandes lois sur la question du financement des services, donc la loi sur l'assurance maladie, la loi sur l'assurance hospitalisation. Ça prévoit, comme les noms l'indiquent, donc le financement public des services médicaux et des services hospitaliers, accessoirement aussi les services de quelques autres professionnels au niveau pour les dentistes, optométristes et pharmaciens. Ça prévoit aussi des mesures visant à assurer que le système public conserve ses ressources le plus possible. C'est des mesures d'ailleurs qui ont été attaquées au fil des ans devant les tribunaux. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affaire Shaoli. Plus récemment, la Cour suprême s'est prononcée dans les années 2000. L'affaire Cambie, plus récente pour la Colombie-Britannique, on a moins entendu parler au Québec. Mais donc, ces mesures de protection-là ont été attaquées. Les mesures de protection en question, c'est essentiellement l'interdiction de l'assurance privée duplicative. Alors, donc, l'assurance privée qui vise à couvrir les mêmes services que ceux qui sont couverts dans le système public. Encore une fois, pour s'assurer que le système public conserve le plus possible ses ressources et une certaine forme aussi d'adhésion des citoyens. Et l'interdiction de la pratique médicale mixte publique-privée, donc pour s'assurer que les médecins consacrent le plus possible leur temps de pratique au système public, donc qui ne divisent pas leur temps de pratique entre le privé à but lucratif payant pour les citoyens et le secteur public.
Là encore, ces deux lois-là n'interdisent pas les services privés ni l'accès à 2 vitesses. Ça a longtemps été des phénomènes relativement marginaux, mais on a de plus en plus de médecins qui sont non participants au régime public, donc qui peuvent offrir des services à l'extérieur du régime public aux frais des citoyens. Les citoyens donc doivent payer. Là, on voit le développement d'année en année. Là, il y a une liste là, qu'on voit sur le site de la RAMQ. On voit le nombre de médecins hors RAMQ là, augmenter. Et aussi, bien sûr, ça n'interdit pas le fait qu'on puisse savoir qu'on doit payer ou qu'on puisse payer pour obtenir des services auprès d'un physiothérapeute, d'un psychologue, d'un nutritionniste dans un cabinet privé quand on a ce besoin-là et que le système public n'arrive pas à nous fournir le service en question. La loi sur les services de santé et services sociaux, une autre grande loi québécoise là, sur l'organisation des services, probablement remplacée prochainement par ce qu'on appelle le projet de loi 15, là, le projet de loi Mammouth du ministre Dubé. Alors, ça prévoit donc surtout l'organisation des services des établissements, les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC, qui sont majoritairement publics, mais ça autorise aussi le recours au secteur privé, financé par le public ou pas. Donc, on a tous entendu parler des CHSLD privés autofinancés, donc sans financement public. Dans la pandémie, là, il y a eu beaucoup de difficultés de ce côté-là. D'ailleurs, on est en train de les conventionner, donc de les ramener avec un financement public. Donc, cette loi-là permet de recours au privé, même le privé autofinancé. Et ce qu'on voit plus de façon, enfin, pas si récente, parce que ça date quand même des années 2000, ce sont les centres médicaux spécialisés, ce qu'on appelle les mini-hôpitaux privés. Là, le Québec a appelé ça de cette façon-là, mais dans la loi, donc, ce sont les centres médicaux spécialisés. La loi en question, par contre, ne concerne généralement pas les services rendus en cabinet privé par la multitude de professionnels de la santé qu'on y retrouve. Ça prévoit le droit au service, donc quand on regarde la loi, là, on arrive à un article, là, on dit « Ah, il y a un droit au service », ça semble bien fun, finalement, a priori, pour l'accès. Mais un peu plus loin dans la même loi, ben, on a une réserve. On dit si le droit au service s'exerce en tenant compte d'un certain nombre de critères, dont les ressources disponibles. Donc, c'est un droit au service qui est atténué. Les garanties d'accès, ça a déjà été introduit. Le ministre, à l'époque, M. Couillard était ministre de la Santé, avait introduit des garanties d'accès pour les services spécialisés. C'était peut-être pas une mauvaise idée, mais ça reste largement ineffectif là, pour l'instant. C'est très discrétionnaire. Même dans la nouvelle loi, c'est pas plus ferme là, comme garantie. Quels autres choix pourrait-on faire? Là, je n'ai pas la prétention de faire tout l'inventaire des choix possibles, mais là-dedans, vous allez voir, il y a des bons choix, puis il y en a des moins bons, puis vous allez voir que mon jupon dépasse à plusieurs reprises sur ce que j'estime être les bons choix. Alors, sur les soins virtuels, la télésanté, mais on pourrait faire en sorte que les services soient disponibles à l'intérieur du système public d'une façon ou d'une autre. Là, par exemple, durant la pandémie, il y a des provinces qui ont couvert les services qui sont rendus sur les plateformes privées comme Maple ou TIA ou d'autres. Au Québec, on n'avait pas ça et la vérificatrice générale, dans son rapport, a bien indiqué donc qu'on avait des lacunes là-dessus. Le système public n'était pas prêt pour ça. Ou l'autre choix qu'on peut faire et qui a été fait tout récemment par le gouvernement du Québec, c'est permettre la couverture des soins virtuels par des régimes privés d'avantages sociaux ou des assurances collectives pour les gens qui ont la chance d'en bénéficier, là, qui ont un emploi qui leur permet d'avoir accès à cette couverture-là et qui va donc leur permettre d'avoir accès à ces services-là sur les plateformes privées quand ils en ont besoin. Alors ça, c'est pas toute la population, c'est même plutôt une minorité de la population qui a accès à ça. Et le gouvernement du Québec vient d'autoriser ça par une petite modification réglementaire au mois de décembre, qui est entrée en vigueur en janvier. Et ça, c'est de l'assurance privée duplicative. Décloisonnement des professions, bien ça, c'est de la tarte aux pommes. Tout le monde aime la tarte aux pommes, tout le monde est favorable à ça. Il y a un assez large consensus sur le décloisonnement des professions, mais on le fait pour qui et pourquoi? Alors, si on le fait pour améliorer l'offre du système public, alors bien sûr, c'est généralement favorable à l'accessibilité pour le plus grand nombre, mais si c'est pour alimenter, enfin, même si ce n'est pas l'objectif, si ça a pour effet d'alimenter le développement du secteur privé à but lucratif, est-ce qu'on y gagne tant que ça? Alors, à droite, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est une manchette de cette semaine dans les médias, une clinique privée à but lucratif où les patients doivent payer, qui est construite autour donc de l'offre des infirmières praticiennes spécialisées. Elles ont le droit de le faire, là, la réglementation ne l'interdit pas, comme les médecins, on doit aussi le faire, mais est-ce que c'est pour ça qu'on va décloisonner les professions? Est-ce que c'est pour alimenter le secteur privé?
ou c'est pour rehausser l'offre ou améliorer l'accessibilité du côté du secteur public. Autre choix législatif, la question des mini-hôpitaux privés. Le Québec a annoncé clairement son intention d'aller vers ça, c'est dans le plan santé. Alors, je ne me prononcerai pas ici, puis je sais qu'il y aurait matière à se prononcer là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas en soi? La littérature tend plutôt à indiquer que non, mais je vais juste prendre un petit pas de recul sur le fait que, dans le fond, a priori, ce qu'on voudrait au moins, c'est d'avoir un cadre au plan législatif qui permette d'assurer un contrôle public de ça, d'assurer que les choix soient faits sur une base de pertinence, aussi pertinence à tout point de vue au niveau de la qualité des soins, au niveau du coût des soins, et qu'on puisse donc avoir accès aux données pour faire cette évaluation-là. Actuellement, on n'a pas ça, à tel point que, vous n'avez peut-être entendu parler, dans les derniers mois, IRIS, là, un groupe de recherche, a rendu public une étude pour laquelle il a dû faire une demande d'accès à l'information au ministère de la Santé au Québec pour obtenir les données sur un projet pilote qui avait été fait précisément pour ça, qui avait été lancé par le ministre Barrette il n'y a pas très longtemps, pour évaluer, justement, comparer les coûts entre le public et le privé pour les chirurgies. Alors, mon propos ici, c'est de dire, si tant est qu'on pense qu'à certains moments, on devrait peut-être confier au secteur privé la fourniture de services financés par le public, si tant est que ça peut être une bonne idée dans certains cas, bien, il faut au moins avoir un cadre juridique qui soit suffisant pour qu'il y ait un contrôle public fort et qu'il y ait une possibilité d'évaluer les résultats, les retombées à tout point de vue. Je termine, mon temps est pas mal compté sur la loi canadienne sur la santé. Le ministre fédéral a annoncé dans le dernier mois une coupure de 42 millions pour le Québec, parce qu'au Québec, on accepte qu'à l'extérieur des établissements, les services de diagnostic en laboratoire, pour l'imagerie médicale, pour les tests de laboratoire, soient payés par les usagers. L'Ontario ne fait pas ça. L'Ontario n'a pas eu de coupure là-dessus. Alors ça, c'est une action qui s'appuie sur la loi canadienne sur la santé, mais avec une loi qui est très hospitalo-médico-centrique et qui n'est pas très mordante, finalement. Parce que 42 millions, là, si le Québec l'épargne en ne finançant pas les services du côté du secteur privé, il se peut que le Québec réagisse pas de façon très dynamique à ça pour réintroduire la couverture. Alors, mon propos là-dessus, c'est de dire que c'est un autre choix législatif qu'on pourrait faire, celui de mettre à jour la loi canadienne sur la santé. Alors voilà. Merci. Beaucoup de contenu, on a une grande période de questions, alors allez-y, là, ceux ou celles qui veulent briser la glace, levez-vous, puis mon collègue Olivier va vous amener le micro, je vais vous prêter le lien pour répondre. On a une première question de Robin. Merci beaucoup, merci pour vos présentations à tous les trois. Pour vous, Dr. Légaré, en fait, moi, ma question s'adressait au budget, en fait, aux dépenses liées à l'utilisation de la santé. On avait les hospitalisations, on avait la rémunération des médecins, puis on avait la médicamentation, etc. Puis on voyait en fait un petit peu qu'on partait dans les 73 milliards, qu'on avait fait retrancher, mais on n'arrivait pas à un total de 73 milliards dans la totalité des chiffres. Je voulais savoir où était le reste de l'argent, puis dans quel... Merci. OK, donc je veux juste comme démêler peut-être deux ou trois choses. Là. Donc, j'avais présenté comme trois aspects distincts de dites ressources, parce qu'elles peuvent être soit matérielles ou financières. Donc, elles étaient comme un peu en silo. Donc, celle à laquelle vous faites référence, je ne crois pas qu'il y avait le montant global, mais ça indiquait que sur l'argent qui était dépensé au Canada, ça c'est l'Institut canadien d'information santé, tu as 23% qui vont au système hospitalier. Or, quand on regardait la écologie de Dr. Beaulieu sur combien de gens vont dans un hôpital, ça semblait peut-être pas représenter autant. Et donc, on se demande aussi qu'est-ce que les soins primaires, eux, reçoivent. Je ne suis pas capable de le découper, mais ils reçoivent seulement un montant qui est certains des médecins qui chargent en soins primaires, puis aussi qui consomment, on va dire, de la médication. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Par contre, il y avait une diapo la dernière, quand j'ai dit c'était un peu mon coup de cœur, parce que c'était sur la recherche, le gros montant qui est en haut, ça c'est pour de la recherche. Parce que je mettais l'accent que beaucoup de monde qui sont ici dans la salle peuvent l'être parce que des gens qui ont ramené ce qu'on appelle un financement pour faire une recherche, pour documenter les choses. Et ce que je disais, c'est que dans l'univers de financement de la recherche, à l'époque où j'avais regardé encore là un accès public, sur ce grand montant-là, c'était juste disons 2% qui semblait avoir été attribué pour de la recherche en contexte de soins primaires.
OK? Le reste est Ben, OK, alors là, OK, je vais. OK, c'est bon. Là, je me demandais. Mais merci, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, madame. Donc, on sait, quand on regarde ce qu'on appelle les instituts de recherche en santé du Canada, il y a un gros pilier qui prend à peu près 75 du montant de la recherche. On l'appelle le pilier fondamental, qui est aussi très important. Moi, je n'ai pas à répondre à la dernière question que je vous ai mise, mais c'est, par exemple, tous vos grands centres de recherche qui regardent à développer des connaissances en génomique, à développer des nouvelles molécules pour justement les maladies rares, des traitements. Donc, le 75 là, en général, c'est beaucoup dans ce secteur-là. Et je le répète, il est très important. Hein, le vaccin, bon, tout ça. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il reste 25 là, pour couvrir qu'est-ce qu'il y aurait de recherche à faire en soins primaires, de la recherche clinique, de la recherche, bon, services de santé, soins primaires, puis de la recherche plus éthique, légale et sociale. C'est très peu. OK? C'est beau. Merci pour votre question. Roséna, ensuite Joël, puis ensuite Pierrot. Merci à vous trois pour votre présentation. J'ai bien aimé. Ma première question va directement à Madame Légaré. Donc, dans votre présentation de plan, il y en avait 3. Je vais un petit peu proche de Roby. Il y avait 3, 24% hospitaliers, 13,6% au milieu et 13,6% médicaments. Et je n'avais pas vu la prévention. Elle est passée où? Bien, merci encore de votre question. Ça, c'est ce que j'ai pu capturer. Donc, c'était les 3 postes budgétaires les plus importants. Donc, ils seraient dans des postes budgétaires moins importants qui n'étaient pas répertoriés sur cette, disons, diapo principale-là. C'est quelque chose que j'ai pris du site qui s'appelle l'Institut canadien d'information en santé. Donc, les 3 montants, les 3 pourcentages que vous aviez là, ce sont les 3 postes, on va dire, de l'argent principaux qui sont dépensés. Ça voudrait dire qu'il y a un 4e, 5e, mais je ne peux pas vous dire combien, désolé. Mais on comprend que prévention, c'est vraiment petit. Ben, il serait après. En dessous de 13. Exact, c'est ça. Puis peut-être qu'il serait même en dessous. Là. Ça, c'est les 3 plus importants. Il est en position 4, 5 ou 6, je ne sais pas. Je m'excuse de ne pas avoir toutes les réponses. Vous avez des maudites bonnes questions. J'avais une question. On va revenir après les autres. Je vais essayer de donner la parole à tout le monde. J'ai également une question pour le Dr Légaré par rapport au tableau sur la quantité d'infirmières selon les endroits. On parle d'un tableau qui était des données de 2020-2021. Donc, quel est l'apport de la pandémie dans ces données-là? Parce qu'on s'imagine que ce n'était probablement pas les mêmes données auparavant. Ben, vous avez une magnifique question. Vous seriez une usagère idéale pour faire de la recherche en copartenariat. Donc, je ne peux pas répondre à votre question, je n'ai pas ces données-là, mais vous émettez une hypothèse extrêmement intéressante. Merci. Fait que s'il y a des chercheurs dans la salle, là, allez voir Mme Joël. Allez-y, Pierrot. Ma question risque c'est ça, je vais peut-être avancer de Damien, là, qui soulignait pourquoi on n'arrive pas à donner les soins qu'on devrait donner, à respecter le droit à la santé primaire. On parle d'organisation, on parle d'histoire, ça, on hérite de ça. Sauf qu'il y a un aspect, il réfère à l'idéologie. Ça, c'est actif, ça travaille les décisions, entre autres, des gouvernements et des technocraties. Moi, j'essaie de comprendre moi, je suis en état de dissonance, parce que depuis le début du processus dans lequel on est, le jury citoyen, on est censé représenter les citoyens, ce qu'on entend, puis les sondages qu'on nous a présentés, puis ce qu'on entend partout dans nos familles, choses dans le genre, les gens vont dans le privé beaucoup parce qu'ils n'ont pas le choix. On consomme du privé beaucoup, puis on y va parce qu'on n'a pas le choix. Ce qu'on veut, c'est de l'accessibilité publique, tout ça. Mais comment ça se fait que nous, la population, nous, les citoyens, nous, les usagers, c'est ce qu'on veut? Puis comment ça se fait que l'idéologie qui travaille, les gens qui décident, va complètement dans un autre sens? Damien, on vous écoute répondre à cette intervention. Puis comment qu'on résout ça, peut-être?
quand on pense à n'importe quel système, que ce soit l'offre de soins, que ce soit n'importe quoi d'autre, des fois on a un discours un peu simple où on essaie de réfléchir à comment tout le monde peut gagner, tout le monde peut être satisfait, comme s'il y avait une bonne approche où tout le monde serait d'accord. Mais ça, c'est dans le monde politique, c'est une illusion. À peu près n'importe quel choix de société, il va y avoir des gens qui vont, entre guillemets, gagner, puis des gens qui vont, entre guillemets, perdre. Pas au même niveau, mais quand on pense à l'organisation des soins, ça joue aussi. Si on dit, par exemple, qu'on veut un système public qui répond aux besoins de tout le monde et qui rentre dans la capacité de l'État de payer, ça veut dire, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique, un peu comme Marco l'a dit, que ça ne va pas être juste des médecins qui vont faire les soins, ça va être d'autres professionnels aussi. Ça implique que certains professionnels, je pense aux médecins par exemple, vont devoir combiner plus de contraintes. Ils ne vont pas pouvoir avoir autant de liberté sur qui soigne, quand, pourquoi, comment. Et donc, ça veut dire que dans le système, il va y avoir des groupes qui vont, entre guillemets, perdre. Il va y avoir des professionnels qui vont avoir moins de liberté, peut-être moins d'argent. Il va y avoir des groupes. Il y a plein d'entrepreneurs privés qui sont actuellement les propriétaires des cliniques. Quand on pense à un GMF au Québec, une clinique entre guillemets publique, parce que vous avez votre carte d'assurance maladie, mais c'est une structure privée en arrière de ça, parce que généralement, il y a un entrepreneur, parfois un médecin, parfois pas un médecin, qui est propriétaire de ça, puis qui gagne de l'argent avec ça, parfois énormément d'argent avec ça. Donc, ces gens-là, si on dit on va déployer un système public bien organisé, pour eux, ils perdent de l'argent. Et la raison fondamentale, la réponse à votre question, c'est quand on prend des décisions en ce moment au Québec, la voix des gens qui ont un intérêt personnel dans le système est beaucoup plus forte que la voix des citoyens et des patients qui voudraient avoir un accès plus facile et qui correspond mieux à leurs besoins. Et c'est ça que je veux dire quand je parle d'idéologie. On a un système où la démocratie répond mal aux besoins des gens. Et là-dessus, la contre-offensive, c'est justement de ne pas se satisfaire d'un choix médiocre, et ne pas non plus se satisfaire de la réponse de dire on va juste avoir plus de privé. Merci. Je passerai à une prochaine question, ça vous convient? Est-ce que vous voudriez réagir à ça? Non? OK. Julia, allez-y, Julia. Oui. Puis après, ce sera Julie. Oui, ma question est pour Damien. On parlait beaucoup de, justement, inclure les citoyens dans ce processus-là. Est-ce que vous avez des exemples d'endroits, de comment ça fonctionne? Parce que, peut-être que c'est à cause de mon jeune âge, mais j'ai de la misère à voir la politique d'une manière dynamique. Puis est-ce que vous avez des solutions, pas des solutions, mais des exemples à nous démontrer? Oui, et je dirais à deux grands niveaux. Le premier niveau macro-politique, c'est pour n'importe quel citoyen qui veut plus d'accès public pour tout le monde, c'est de ne pas voter pour des partis politiques qui proposent essentiellement l'inverse. Donc, voilà. Et les systèmes macro-politiques sont des systèmes d'offres et de demande. Si les partis politiques qui proposent plus de privé, qui proposent le statu quo, qui proposent juste des vieilles idées qu'on a déjà essayées et qui ne marchent pas, se voient assez robustement rejetés par la population, les gens vont s'ajuster. Ça, c'est au niveau macro-politique. Au niveau micro-politique, puis pour moi, ça c'est aussi super intéressant, le meilleur modèle, ça serait de penser à un CPE. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le fonctionnement du CPE, on descend de la petite enfance, les garderies, mais c'est des structures privées, au sens où le CPE est autonome, mais c'est des structures qui sont privées sans but lucratif. Il n'y a personne qui fait une scène avec le CPE. Puis c'est des structures où le gouvernement oblige un certain nombre de mécanismes internes. Il y a forcément un conseil d'administration et la composition du conseil d'administration, c'est des parents, donc des usagers, des travailleurs et qui ensemble prennent des décisions. Il y a une transparence, les conseils d'administration sont obligés de rendre des comptes, les budgets sont transparents. Le modèle du CPE, on pourrait prendre puis faire copier-coller au monde de la santé, puis au lieu d'avoir des cliniques comme les GMF, qui sont des structures privées opaques à but lucratif, avoir des structures publiques, sans but lucratif, contrôlées par les citoyens, dans lesquelles les usagers pourraient dire vraiment, je ne suis pas d'accord qu'on soit fermé le dimanche, j'ai besoin de service le dimanche, et dire quelque chose de structurant sur la façon dont la clinique fonctionne. Julie, la question s'adresse à Dr. Légaré.
Pourquoi, selon vous, la médecine familiale n'est pas nécessairement dans les premiers choix des nouveaux gradués et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ça soit plus attrayant pour eux? Ça va être des impressions là, expérientielles. Si Tara, mes collègues en arrière ont des données probantes, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais je vais faire une anecdote réelle. Hier, on se réunit, on était en retraite annuelle. Sur les 22 médecins, il y en avait à peu près 15 ou 17 qui ont été capables d'être présents. Il y en avait un, il a 75 ans. C'est un homme. Puis il a eu toute sa carrière dans un des territoires à Québec les plus défavorisés. Puis une clientèle, surtout de santé mentale, à long terme, était très appréciée. Il pratique encore. Dans la salle, il y avait 2 jeunes femmes médecins avec leur bébé. Une, elle avait un bébé de 3 mois, elle l'a allaité. L'autre, elle était rendue à 9 mois, puis le reste, c'était des jeunes femmes. Puis pourquoi je vous le dis, c'est que ça m'a frappé parce qu'à un moment donné, le collègue de 75 ans a dit « Moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 1973, c'était justement la passion, la vocation, il n'était pas en groupe. Il regarde autour de lui, puis c'est pas ça, là. C'est toutes des jeunes femmes, il y en a qui arrivent avec les bébés, ils les allaitent pendant les rencontres, puis tout ça. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'ils vivent autre chose que ce que vit la société, tout l'ensemble de la société vit des choses difficiles. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui a changé aussi au niveau des sociétés dans lesquelles on est peut-être pas différents. J'aime bien des fois lire les choses de Damien, différents dans ce secteur-là de la société que la société elle-même. Alors, c'est peut-être que quand on s'est fait rappeler qu'il y avait une façon qui avait été créée, le système actuel, dans les années après la guerre, puis on n'est plus là comme société, est-ce qu'on a été capable de... Puis ces jeunes-là, je pense, c'est ce que j'observe, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Puis c'est pour ça aussi que la réflexion que j'ai voulu amener ici, c'était un peu aussi de sortir un peu, là, je n'ai pas aussi bien sorti que Damien, mais je n'ai pas ses savoirs et ses expertises, c'était de dire... Tout revient vers la première ligne. Puis là, il y a aussi les infirmières de première ligne. Comme j'ai dit, moi, maintenant, je fais du sans rendez-vous avec... Moi, je fais ma plage, puis après moi, il arrive l'infirmière de première ligne qui fait le sans rendez-vous. Tu sais, on fait le... Fait que je vois ça concrètement. Et donc, l'idée, c'est que beaucoup m'ont demandé à la première ligne. Puis je me demande si on n'est pas en train de la casser complètement. Alors, tes jeunes qui arrivent, puis qui sont... Ben, ils disent, c'est ça que je veux. Puis oui, ils sont allés en médecine. Bon, on peut bien dire qu'on va changer comment on les choisit, mais à un moment donné, ils arrivent là. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a comme quelqu'un a dit une dissonance cognitive. C'est-tu toi, Damien, qui a dit ça? Non, c'est excusez-moi. OK, merci, c'est un beau terme. Je l'ai appris avec vous aujourd'hui, merci. Et ils ne se retrouvent pas. Puis ils disent, est-ce que je suis capable de porter ça? C'est lourd, c'est très lourd. Puis c'est là que... Des fois, puis je le disais à Mylène, moi je ne voyais pas ça en 90, des jeunes médecins là, qui terminaient et qui s'en allaient hors RAMQ. Je ne voyais pas ça. Maintenant, on en a à toutes les années. Alors, on retourne à Rosena pour sa deuxième question. Joël aussi ensuite. Merci. Ma deuxième question s'en va directement à Dr. M. Laverdia. Puis, ma question est la suivante. On parle beaucoup depuis le début de notre panel sur public-privé, mais est-ce qu'il y a une législation proprement dit pour montrer comme le service public s'achève où et le service privé embarque où? Parce que quand on va à la pharmacie, on a une assurance privée avec notre travail. Il y a plein d'autres employés, mettons McDo, qui n'ont pas une assurance avec leur employeur. C'est pas privé. Donc, les autres qui ont une assurance privée, on a du mal à savoir c'est à partir d'où l'assurance privée embarque et pourquoi l'assurance publique donne un service, mettons, post-accouchement, une femme, 4 femmes dans la même chambre, pendant que le privé, tu payes une fortune pour le confort
et le public l'inconfort total? Bon, vaste programme. La réponse, je dirais, courte et technique, c'est que oui, quand on regarde les lois, on va être capable de trouver la frontière entre le public et le privé. Et là, il faut toujours voir aussi la distinction entre le financement public, qui est un volet de la dynamique public-privé, hein, financement public, financement privé, et le volet organisationnel, organisation publique, organisation privée. Et il y a plein de zones d'ombre. J'ai peut-être Damien tantôt qui parle d'un GMF public, en guillemets. Ben, c'est vrai que c'est une structure privée, financée par le public. Alors, ça crée des situations assez compliquées, mais au plan technique, on arrive à faire cette distinction-là, puis ça fait une courte pointe, là, un peu compliquée pour les citoyens pour bien se repérer là-dedans. Et ça nous ramène encore à la dimension historique. Dans l'après-guerre, quand les systèmes de santé se sont constitués, et nous, au Québec, on a hérité d'un système de type un peu britannique, là, quand je n'ai pas les détails, mais bref, ça s'est constitué sur la base des médecins, des hôpitaux, et la médication ne jouait pas tant un si grand rôle que ça à l'époque. Alors, on a évacué l'assurance médicaments pour les gens qui repartaient à la maison et qui devaient prendre des médicaments. Il y en avait, mais pas tant que ça. Alors que la pharmacothérapie a pris beaucoup plus de place dans les dernières décennies, et là, on a eu cette pression-là. Au Québec, on a trouvé une demi-solution, en fait, avec l'assurance médicaments qui conduit à ce que vous dites. Hein, il y a des choses couvertes, d'autres qui ne le sont pas. Il y a un régime public qui est une espèce de, excusez-moi l'expression, de fallback là, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un régime privé des fois un peu plus généreux. Alors, on a trouvé une demi-solution. Je suis d'accord avec Damien qu'il y a des intérêts derrière ça aussi qui ont conduit à cette demi-solution-là. Pourquoi on n'a pas eu un régime public total sur la question de l'assurance médicaments? C'est une bonne question. Il y a des choix qui ont été faits là, pour plein de raisons autour de ça. Mais donc, oui, on a un système, souvent on aime bien au Canada se distinguer des Américains en disant, nous, on a un système public, les Américains ont un système privé. C'est beaucoup mieux au Canada, à vrai dire, là, je ne vais pas me plaindre de ça, mais c'est quand même vrai aussi que notre système, c'est un patchwork. Hein? C'est un patchwork d'éléments publics, d'éléments privés. Tout le monde n'a pas le même accès au plan financier, au même niveau de service. Et moi, mon constat, là, je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est qu'on tarde à ajuster les lois aux nouvelles réalités, entre autres le fameux décloisonnement des professions. Ce n'est plus vrai qu'il faudrait seulement couvrir les services médicaux. Je pense qu'il faut éventuellement aller vers autre chose. On a des services d'IPS, IPSPL couverts par le public dans le cadre des GMF, mais c'est très indirect, c'est bancal jusqu'à un certain point. Donc, on a une évolution à faire au niveau des choix législatifs. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, bien, ça se fait par nos processus démocratiques, souvent très imparfaits, mais c'est qu'il faut voter à un moment donné pour ceux qui proposent des solutions qui tendent vers une meilleure couverture, une meilleure accessibilité pour tout le monde. C'est une réponse un peu compliquée, là, mais excusez-moi. On va prendre la question de Joël. Oui, c'est un petit peu pour faire du pouce sur ce que le docteur Légaré a dit tantôt. Vous avez mentionné que vous avez l'impression que beaucoup est demandé à la première ligne. Est-ce que, selon vous, on en demande trop ou bien on ne les encadre pas assez bien ou on les entoure pas assez bien? Vous aimez mes questions, hein? Oui, parce qu'elle dénote chez vous vraiment une réflexion profonde. Okay. Je vais prendre encore une anecdote. Été 2021, sans rendez-vous. J'appelle quelqu'un dans le bureau, c'est un bébé de 10 jours. Il vient pour un petit problème de nombril, pas très grave, mais tu sais, des bébés de 10 jours, j'en vois pas aujourd'hui. Fait que je suis allée demander opinion à un collègue, donc bébé de 10 jours. Je nettoie le bureau, on est en pandémie. J'appelle la deuxième personne, disons Madame Racine. Elle rentre, elle avait 100 ans. Là, j'étais passée de 10 jours à 100 ans. C'est la première fois que ça m'arrivait après quelques années, puis je me disais, mais j'essaie de dire, puis c'est la même chose pour les ISPL, c'est que c'est tous les âges, c'est toutes les conditions, c'est tout ce qui arrive, là, c'est beaucoup. Alors là, on a souvent, puis là, les connaissances évoluent, donc on a à avoir beaucoup de choses à connaître. D'ailleurs, on l'a vu à un moment donné dans leur carrière, les personnes de première ligne prennent un créneau un peu plus précis. Puis deuxième chose, peut-être que j'amènerai, mais ça vous appartient à vous, puis à nous tous comme usagers, usagères, citoyens, citoyennes,
c'est qu'on a aussi, je vais le dire, médicalisé beaucoup de choses. OK? De sorte que peut-être aussi, on s'est attendu que le secteur dit de la santé, services sociaux allait répondre à des malaises, toute la difficulté liée aussi aux déterminants sociaux de la santé. Moi, je pratique dans le vieux Limoilou depuis 33 ans. Donc, il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on voit, on est un peu démunis parce que c'est pas un problème médical. Je vais dire comme ça aussi, clairement ça. Et donc, c'est comme si on est devenu l'endroit où vient la personne qui a une demande, quelle qu'elle soit, un malaise, un inconfort pour un proche qu'elle aime, etc., tous les âges, toutes les conditions. Alors, à un moment donné, je pense qu'on peut avoir le sentiment d'être dépassé par ça, de se sentir même incompétent ou incompétente, puis de dire, c'est trop. Alors, il y a peut-être aussi cet élément-là, puis j'en profite parce que c'est vous autres, puis vous êtes ici, puis vous prenez ça très à cœur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on devrait, j'ose le dire, ne pas amener dans le secteur dit de la santé, des services sociaux? Puis là, je sais que je rouvre d'autres boîtes, là, mais... On est là pour les ouvrir. Merci pour votre richesse. Allez-y, Evelyne. Je ne sais pas exactement à qui ça s'adresse, peut-être à Damien. On a parlé ici beaucoup sur les tables d'approches qui concernaient l'entièreté de la personne, de travailler de façon holistique, de réfléchir à l'histoire complète et environnementale et sociale, etc. des gens avant qu'ils rentrent dans le système, avec un support interdisciplinaire, de ça. J'ai des mots des fois. Et en même temps, on a, si je ne me trompe pas, le gouvernement qui vient de séparer le ministère de la Santé avec la partie des services sociaux, où ça s'en vient, où ça vient d'être fait. Que ça ne serait plus un ministère de Santé et Services sociaux, que ça serait un ministère de Santé. Il y a quelque chose là-dedans qui vient d'arriver. Là, je me dis, comment est-ce qu'on va amener le travailleur social, le psy, ces affaires-là, si on sépare déjà la responsabilité gouvernementale de ces aspects-là? Ça, c'est une vaste question, hein, puis c'est un gros projet de loi que tous les experts essaient de comprendre eux-mêmes, donc je ne sais pas si je vous laisse... J'ai passé un week-end de ma vie à le lire. Et, donc, c'est vrai, oui et non, dans le sens que là, on crée Santé Québec, hein, c'est pas Santé et Services sociaux Québec, donc ça a déjà fait réagir des gens là-dessus. Okay. Et à l'intérieur des structures de ce qui va être Santé Québec et des établissements aussi, on va avoir là, un conseil multidisciplinaire, un conseil interdisciplinaire sur les trajectoires de soins qui va effectivement avoir qui va pouvoir se préoccuper de santé et de services sociaux par ailleurs. On fait ça aussi avec les conseils multidisciplinaires qu'on a dans cette structure-là. C'est ce qu'on appelle la gouvernance clinique. Et c'est vrai qu'on tend un peu à séparer les deux là, mais peut-être pas toujours pour des mauvaises raisons, parce que quand les services sociaux sont noyés dans le médical, bien, les services sociaux, ils perdent dans ces structures-là. C'est souvent l'enfant pauvre, celui qui a le moins de rapport de force, pour plein de raisons. Là, c'est très compliqué à expliquer tout ça, mais c'est peut-être pour une bonne raison, et c'est peut-être pas nécessairement pour, détacher, là, si on veut, l'approche psychosociale de l'approche médicale. Je pense qu'il peut y avoir du bon là-dedans, en autant que ça y ait une jonction éventuellement un peu plus haut dans la gouvernance clinique pour que ces dimensions-là soient prises en compte ensemble, si on veut. Alors, ça va être la dernière question, oui, Robin, puis après on va conclure. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, je ne sais pas à qui elle va s'adresser, peut-être plus à M. Marco. En tout cas, je veux savoir pourquoi qu'un ministre de la Santé, c'est n'importe qui. En fait, pourquoi qu'un ministre de la Santé, pourquoi qu'il n'y a pas des critères comme tu te fais engager dans un emploi qui est bien rémunéré? Tu dois avoir un diplôme. D'ailleurs, le gouvernement lui-même dit que maintenant, tu ne peux plus être professionnel si tu n'as pas de bac. Alors, pourquoi qu'on n'appliquerait pas la même chose au sein de nos ministères? Pourquoi qu'on se ramasse avec un ancien directeur du Conseil du Trésor, exemple, peu importe, qui se ramasse au ministre de la Santé? C'est totalement dénué de sens, en fait, selon moi, puis je me questionne beaucoup par rapport à ça.
C'est une question intéressante parce que généralement, par exemple, pour le ministre de la Justice, c'est toujours un avocat, hein, c'est toujours un juriste, on ne se pose pas vraiment la question. Puis généralement, l'intérêt aussi, c'est que quand on compose le Conseil des ministres, il y a toujours une gang d'avocats qui traîne quelque part parmi les députés. On est capable d'en prendre un et de le mettre au ministère de la Justice. C'est un peu moins vrai pour la santé, selon les équipes qui sont élues. Est-ce qu'il y a des infirmières, est-ce qu'il y a des médecins? Alors ça, des fois, c'est un peu, d'un gouvernement à l'autre, c'est un peu moins vrai. Je vous dirais par ailleurs que l'expérience d'avoir des médecins comme ministre de la Santé ou même des infirmières, hein, Mme Mécan, sauf erreur, avait un passé d'infirmière, si je ne me trompe pas. Travail social, excusez-moi. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça fait tant une différence. Moi, ce que je dis parfois là-dessus, c'est que, on en parlait cette semaine, on va nommer M. Sabia à Hydro-Québec. Est-ce que c'est parce qu'il sait comment faire de l'électricité? Probablement pas tellement lui-même. Puis, autrement dit, est-ce que ça prend quelqu'un qui est capable de rentrer dans la cuisine puis mettre les bons ingrédients dans la soupe, le clinique, si on veut, l'opérationnel, ou ça prend quelqu'un qui est capable de mobiliser, d'avoir un leadership? C'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. Je ne suis pas toujours certain, encore une fois, que c'est ça le problème nécessairement au niveau du ministère de la Santé au Québec, si tant est qu'il y a un problème. Là. Il y a peut-être d'autres choses. Moi, je rejoins Damien, c'est qu'il y a le système de santé s'est construit. Puis il faut le comprendre, hein? Quand on dit à l'État, bien, vous allez nous fournir des soins de santé, vous allez nous fournir des services d'éducation, bien, il se retourne puis il dit, bon, bien, c'est qui je vais mobiliser pour faire ça? Et l'État s'engage dans des relations de travail, finalement, doit négocier avec des groupes pour rendre le service à la population. Ça devient des relations de travail. Il y a des syndicats, il y a plein de choses qui sont très, très légitimes, mais c'est vrai qu'à partir de là, le système se bâtit un peu plus et beaucoup dans le cas des médecins, je dirais, là, sur ce qui leur convient. Hein. Dès qu'on a mis en place le système de santé publique au Québec, en pleine crise d'octobre, les médecins spécialistes s'opposaient à la socialisation de la médecine, comme on disait à l'époque. Alors, ça a joué pour beaucoup. Pourquoi les médecins ne sont pas salariés? Bien, ça vient de ça. Pourquoi? Enfin, il y a bien des choses qui s'expliquent sur la base donc, des relations de travail. Est-ce que si on impliquait plus directement, c'est une question que je pose, c'est pas une proposition, des citoyens dans les négociations entre l'État et les fédérations médicales, l'État et les syndicats infirmiers, l'État et bien d'autres syndicats, est-ce que ça créerait une dynamique différente? Peut-être. C'est aussi un citoyen élu, hein, le ministre. Tous les ministres doivent être, hein, donc à ta question, Robin, je rappelle ça à notre esprit, que ce sont aussi des citoyens élus qui peuvent être ministres. J'ai envie, Damien, vouliez-vous ajouter un petit quelque chose? Je me suis dit peut-être sur cette question-là, vous aimeriez faire un ajout, allez-y. En conclusion aussi, là, si vous avez un dernier message à passer à ce groupe. C'est pas vraiment un dernier message, mais sur la question spécifiquement, c'est la façon dont l'expertise est divisée. Il y a le ministère et tous les gens qui sont non politiques, donc tous les sous-ministres adjoints et la fonction publique qui est sous leur contrôle, qui sont là parce qu'ils ont l'expertise technique, la connaissance du réseau, etc. Puis ensuite, il y a la fonction politique qui est beaucoup plus partisane, qui vient des partis, qui sont effectivement des citoyens élus, comme vous l'avez dit, mais qui sont des citoyens élus à l'intérieur de structures politiques avec une vision, une idéologie, etc., de partis politiques. Puis les ministres sont sélectionnés sur cette base-là. La théorie, c'est que le ministre arrive avec une vision du monde, un objectif, puis ensuite la fonction publique, ben, elle a le savoir-faire de comment on la transforme en réalité. Et si j'avais un message, c'est en tant que citoyen, ce sur quoi on a du pouvoir, c'est sur le politique. C'est de choisir des politiciens et des partis qui ont des programmes qui s'alignent avec nos valeurs et avec nos rêves de citoyens. Bien, merci sur cette très beau. Je trouve que c'est une belle conclusion de faire. Alors, je vous remercie tous les trois. Merci.